Cette dernière partie de cette édition spéciale consacrée à la guerre au Moyen-Orient qui, pour rappel, touche son quatrième jour et les déclarations, comme l'a rappelé tout à l'heure Faisal Metaoui, fusent d'un côté comme de l'autre. Par ailleurs, le président français avait affirmé lors de son discours avoir l'envoi d'un porte-avions au Moyen-Orient. Il s'agit donc du porte-avions Charles de Gaulle. Il parle également d'envoi d'une frégate ainsi que d'un avion Rafale qui sera déployé pour défendre, affirme-t-il, nos alliés, je cite. Ce qui me ramène à vous, Bassem Laredj. Bassem Laredj, à la lumière de ce qu'on vient de dire, à la lumière des déclarations du président français Emmanuel Macron, et aussi des rappels très intéressants de Faisal Metaoui quant aux dirigeants de l'Union européenne et de l'Occident de façon générale. Qu'est-ce que ces déclarations nous disent sur les relations militaires aujourd'hui en Europe, en Occident de façon générale, mais plus particulièrement en Europe? Oui, pour l'Europe, là, on voit un alignement quasi total des États européens sur la position américaine. En réalité, même s'il y a un petit peu de critique, en tout cas dans certaines paroles, mais de manière globale, c'est un alignement total. Et le déplacement du Olaf Charles de Scholz. Gaulle, vous Oui, m'entendez? oui, je vous reçois, monsieur Oui, oui, Laredj. et le déplacement du porte-avions français dans la zone est un signal fort qui est envoyé dans ce sens, qui est un alignement direct sur la position américaine en réalité. Et donc ça pourrait être interprété par l'Iran aussi dans l'autre sens comme une complicité. Et donc il poussera peut-être également l'Iran à s'attaquer aux intérêts français dans la zone et ne plus se limiter aux intérêts américano-israéliens. Et donc ce qui peut également contribuer à l'élargissement de ce conflit au Moyen-Orient et élargir son impact à la fois sur le plan sécuritaire, humain et militaire, et rendre donc le coût de cette guerre encore plus élevé pour la coalition qui s'oppose à l'Iran aujourd'hui, donc que ce soit les États-Unis ou Israël. Et donc c'est la stratégie iranienne, d'ailleurs dans ce cadre du temps long en réalité, d'essayer de faire durer ce conflit le plus de temps en réalité pour impacter négativement et que le coût de cette guerre soit extrêmement élevé pour la partie américaine, pour la partie israélienne, bien évidemment, pour les pousser à revoir leur stratégie dans la zone. Et pour revenir aux Européens, comme ça a été déjà dit sur votre plateau, en dehors de l'Espagne qui a adopté une position très claire sur cette agression contre l'Iran, on a vu des hésitations de la part des États européens, dont la majorité n'ont pas condamné l'agression israélo-américaine contre l'Iran, mais qui au contraire se sont précipités pour condamner les attaques iraniennes sur les bases américaines dans la zone, donc dans les monarchies du Golfe, pour condamner, selon eux, l'agression iranienne contre les monarchies du Golfe. Donc on voit que finalement la position des Européens est un alignement total. Et d'ailleurs, les Européens, depuis un certain nombre d'années, on l'a vu dans le cadre du conflit ukrainien, leur position finalement leur positionnement en tout cas sur ces dossiers s'oriente et s'aligne totalement sur la position américaine, ce qui pose question d'ailleurs dans l'espace politique européen sur cette stratégie, donc qui est nuisible en réalité pour cette construction européenne qui a été souhaitée en tout cas par les précédents dirigeants et qui met également en avant la faiblesse structurelle de l'Europe qui n'a pas su construire une puissance militaire totalement indépendante des États-Unis. Très bien, Bassem. Je rappelle que les dernières informations parlent ou affirment que les bombardements se poursuivent actuellement sur les territoires palestiniens, occupés par ailleurs également. La base américaine de Erbil a également été visée. Je reste avec vous, Bassem Laredj. Bassem Laredj, vous avez parlé de conséquences finalement négatives et néfastes de cette guerre sur l'ensemble de la région. À votre avis, comment est-ce que les routes commerciales risqueraient d'être impactées ou elles risqueraient de devenir directement des corridors militaires stratégiques finalement? Bassem, je m'adresse à vous. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez entendu la question ou je vous repose la question? Oui, j'ai bien entendu la question. Effectivement, la question des corridors économiques et maritimes, principalement, sont un enjeu stratégique dans cette guerre. Et on voit avec la décision des Iraniens de fermer le détroit d'Ormuz, c'est l'impact économique en réalité qui est recherché
l'impact économique de cette guerre qui est recherché donc pour faire élever le coût de ce conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pousser les Américains à revoir leur stratégie dans la zone, parce que ça va impacter en réalité le monde entier. On voit déjà avec l'augmentation des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux, et cette augmentation risque de se poursuivre. En réalité, il y a un autre corridor qui est très important, qui n'a pas encore été cité, mais c'est le Bab el-Mandeb, qui est également un passage très stratégique et qui pourrait également être ciblé par un autre allié des Iraniens qui sont les Houthis. Dans ce cas-là, et également la mer Rouge, ça a été même soulevé il y a avant-hier par le président égyptien, donc ce qui peut impacter également le canal de Suez, et tout ça donc contribue finalement à cette crise internationale, que ce soit économique ou politique, et donc qui va contribuer finalement à faire changer à pousser les opinions publiques internationales, en tout cas à s'opposer à ce conflit. Donc, comme ce qui a été dit déjà tout à l'heure par rapport à la position américaine, on peut voir comment le président américain sera mis en difficulté par rapport à son propre électorat, donc une grande majorité se pose à ce conflit, et qui verra directement l'impact de cette crise en réalité dans sa vie quotidienne, avec l'augmentation de tous les produits de première nécessité, parce que tout le commerce international risque d'être perturbé. Très bien, Bassem. Je viens vers vous, Monsieur Saïd Bouamama Saïd. Depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer finalement qu'aujourd'hui, il est question d'une guerre où les intérêts sont divergents, où les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Finalement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, et d'ailleurs Faisal avait signalé au tout début de son intervention, au début de l'émission, que finalement qu'il est presque contre nature, qu'en pleine négociation, les États-Unis décident d'aller agresser l'Iran, avec qui ils étaient en négociation à Oman. Mais finalement, est-ce qu'on est face à une guerre ouverte ou à une guerre stratégique savamment calculée par des acteurs qui soient étatiques ou supranationaux, surtout quand on sait que finalement les États-Unis essayent de redistribuer les cartes de façon à ce qu'on les arrange. Je fais référence aux pressions américaines en Indo-Pacifique, en outre. Je crois vraiment que pour comprendre cette guerre et pourquoi ce qui peut sembler irrationnel du côté états-unien, il faut prendre la mesure des difficultés aujourd'hui des États-Unis à maintenir leur hégémonie. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui relie le Venezuela à l'Iran, au Groenland. Nous sommes dans une situation dans laquelle les documents même états-uniens, je parle du rapport de Marc Rubio sur le développement de la Chine et sur les avancées technologiques et scientifiques de la Chine. Je parle du document de défense, de la stratégie de défense états-unienne, qui indique très nettement qu'il considère que la Chine est l'ennemi numéro un et qu'on ne peut pas la battre militairement aujourd'hui, et que par conséquent, il faut saper les bases économiques du développement chinois. Et c'est à la lumière de ce contexte mondial global qu'il faut analyser ces différentes guerres. Les États-Unis tentent de se repositionner militairement comme étant un intermédiaire incontournable pour tout ce qui concerne le pétrole et le gaz. Et pour cela, ils ont besoin, dans un court terme, de remettre la main, de recontrôler un certain nombre d'axes stratégiques. Et il y a bien entendu le Moyen-Orient, il y a toutes les sources d'énergie, et ça fait partie également des pressions qui ont été menées sur l'Algérie. Bref, on a une stratégie globale pour tenter de reprendre pied militairement. Sauf qu'il y a surestimation de la possibilité de le faire. Ça n'est possible qu'à partir du moment où les États cèdent au chantage. Et c'est pour cela que la guerre en Iran aujourd'hui est une guerre qui peut avoir des effets sismiques mondiaux pour une raison toute simple. C'est que la crédibilité des États-Unis, la force de leur chantage va être évaluée au regard de cette guerre. Monsieur Bouamama, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette guerre en Iran? On voit que les Américains ont quand même des difficultés sur le terrain. Je rappelle que les informations de dernière minute rapportent des combats en cours au sud Liban, des combats terrestres la résistance libanaise fait face à l'incursion sioniste au sud Liban. Monsieur Bouamama, qu'est-ce que ça nous dit sur la stratégie militaire américaine? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette stratégie américaine, sur la stratégie de guerre américaine, mais aussi sur sa situation militaire, sur son industrie militaire, sur sa capacité militaire?
Alors nous sommes aujourd'hui déjà devant, et c'est une conclusion qui n'est pas exagérée, déjà devant un premier échec états-unien, puisque tout était annoncé en termes de guerre courte, avec une possibilité par un déploiement de force énorme de faire céder l'Iran. L'Iran a montré qu'elle s'était préparée à cette guerre, qu'elle avait anticipé cette guerre et que par conséquent elle s'était fortement préparée. En témoigne la stratégie militaire iranienne qui consiste d'une part à généraliser la guerre à l'ensemble de la région en attaquant les bases militaires de différents endroits, mais aussi à accroître le coût de cette guerre pour les États-Unis. Également à un niveau strictement militaire, c'est d'utiliser l'ensemble de ces armes de génération ancienne. Les drones et les missiles iraniens qui ont été utilisés jusqu'à présent sont des missiles d'ancienne génération, qui coûtent peu à l'Iran, alors que les antimissiles qui sont nécessaires coûtent énormément, et qu'il faut 2 à 3 antimissiles pour pouvoir arrêter les missiles d'ancienne génération. On se retrouve donc dans une situation où tout va dépendre du stock de missiles et de drones que les États-Unis vont pouvoir tenir dans la durée. Or, on a des États-Unis qui ont livré de très nombreuses armes à l'Ukraine, qui ont, pendant 2 ans de génocide en Israël, livré d'énormes quantités également, et il n'est pas certain du tout que l'industrie d'armement états-unienne soit capable de tenir dans la durée. Les Iraniens en sont conscients et c'est pour cela qu'ils jouent sur la durée. Et donc, même d'un point de vue strictement militaire, nous avons un Iran qui a une stratégie anticipée, alors que les États-Unis se retrouvent à devoir bricoler, tout simplement parce qu'ils comptaient sur une victoire rapide et sur une guerre de quelques jours. Très bien, Saïd Bouamma, je rappelle que ce n'est pas la première fois que les États-Unis misent sur une guerre rapide. Je fais référence à l'Afghanistan. Ils se sont retrouvés 20 ans plus tard à retourner sur le terrain et à mener une autre agression. Je viens vers vous, Faisal Metaoui. À la lumière de ce que vient de nous dire finalement Monsieur Saïd Bouamama, mais aussi les déclarations du président français et les dirigeants dont vous avez parlé, vous avez très bien fait, je le redis. Est-ce qu'on peut s'attendre finalement à un spectre d'un affrontement naval dans le Golfe Persique dans la situation actuelle? Oui, parce que le président Trump dit qu'il va libérer les chemins de l'énergie, voilà. le détroit d'Ormuz. Mais ce serait compliqué de libérer les chemins de l'énergie. D'abord, vous savez que les principaux armateurs dans le monde ont arrêté leurs opérations dans la région et que le Qatar a coupé donc la production du GNL et la production du pétrochimique, qu'il est compliqué maintenant de faire exporter le gaz. Donc cette situation, M. Bouamama l'a souligné, la principale inconnue, j'allais dire le principal danger pour cette opération militaire engagée en Iran et au Moyen-Orient, c'est le temps. On ne sait pas combien ça va durer. Je voulais rappeler seulement, Tenehina Makassi, qu'il y a 2 anciens chefs d'état-major américains qui étaient contre la guerre. Je citerai Mark Milley, qui a s'est exprimé plusieurs fois contre cette offensive contre l'Iran, en soulignant que les ressources des États-Unis devraient être plutôt mobilisées pour affronter ce qu'ils appellent eux les concurrents stratégiques, la Russie et la Chine. Et pour le général Mark Milley, c'est une guerre qui peut être perdue. Pour l'amiral Mark Mullen, qui est quand même un grand militaire américain, pour lui, cette guerre, il le disait avant l'engagement des troupes, cette guerre sera incroyablement difficile à arrêter. Et c'est vrai que tous les experts militaires le disent aujourd'hui. Comment cette guerre va se terminer? Est-ce que c'est un affrontement global? Est-ce que l'Iran, qui s'est bien préparé à cette offensive, l'Iran se prépare depuis plus de 30-40 ans à cette guerre, il savait qu'un jour ou l'autre, l'antitétionnisme va le bombarder, qu'il sera aidé et soutenu par les États-Unis. Donc on a un inconnu, comment cette guerre va être arrêtée. Est-ce qu'en engageant, parce que là on est en train de faire des appels pour que les alliés occidentaux se mêlent, alors que tout le monde sait que Donald Trump, qui n'a pas consulté son propre Parlement, n'a pas consulté les Européens pour mener cette guerre, comme d'ailleurs vous aurez remarqué que même les négociations ne se font en dehors du territoire européen, c'est à Oman. C'est vrai qu'il y a eu Genève, mais généralement c'est d'autres
pays hors Europe qui mènent les négociations, qui ont mené les négociations, et l'administration américaine a livré aussi une guerre commerciale, parce que la guerre commerciale n'est pas uniquement livrée à la Chine, elle est livrée aussi à l'Union européenne. L'Union européenne est également un concurrent, on l'oublie sur le plan économique, des États-Unis à travers donc les taxes, etc. Il y a un autre pays qui, à mon avis, ciblé, c'est le Pakistan, parce que le Pakistan est un pays qui possède la bombe nucléaire, mais personne ne dit au Pakistan de se débarrasser de sa bombe. Le droit de posséder des bombes, visiblement, n'appartient qu'aux pays occidentaux, les pays nantis, les pays membres du Conseil de sécurité. En parenthèse, vous défendez beaucoup l'Afrique téninane. L'Afrique n'est toujours pas représentée dans le sein de ce Conseil de sécurité. D'ailleurs, on se demande où est le Conseil de sécurité. Le Téhéran, le ministère des Affaires étrangères iranien, a saisi le Conseil de sécurité pour réagir. Or, il n'y a pas eu de réunion d'urgence pour essayer d'arrêter ce qui se passe en Iran, et tout le monde sait que, en parenthèse aussi, l'Iran aussi ne respecte pas le droit international, puisqu'il bombarde aussi d'autres pays, même s'il bombarde des bases américaines situées dans un territoire de pays souverains. Monsieur Larraj a rappelé aussi tout à l'heure que le droit international a été clairement violé. Mais est-ce qu'on a entendu des voix qui habituellement crient au scandale lorsqu'il s'agit de Palestiniens ou des pays arabes, etc., dénoncer cette agression du droit international, ce non-respect du droit international? Tout le monde se tait. Et là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, Télina, de la crise morale de l'Occident. Elle est maintenant très très claire. Elle a été Raza, malheureusement, malgré le nombre élevé de victimes, il y a toujours des victimes à Raza. On le traite quotidiennement dans nos journaux, dans cette chaîne. Chaque jour, il y a des morts depuis maintenant 3 ou 4 ans. Cette crise à Raza, ce drame humanitaire, ces crimes contre l'humanité ont dévoilé le véritable visage. Je ne parle pas des opinions publiques, je ne parle pas de la rue, parce que on parle des dirigeants. J'en parle des dirigeants, de certains dirigeants, parce qu'il y a quand même une classe politique, comme en Espagne, comme en Norvège, comme en Irlande, des pays qui ont dit d'autres choses que la mainstream, que la bien-pensance unique par rapport au soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Donc cette guerre de l'Iran pose aussi une nouvelle fois la question de la moralité de cet Occident qui n'arrive pas à se départir de la pensée néocoloniale et coloniale, et à accepter qu'il y a un autre monde qui est possible. J'ai parlé de ce nouveau monde, de cet équilibre, notamment à travers les BRICS, etc., à travers d'autres groupes, qui est en train d'émerger, à travers l'Afrique, qui est en train de reconquérir notamment sa souveraineté économique, qui est en train de se débarrasser des réflexes néocoloniaux, etc. Donc face à ce monde, il y a cette partie de l'Occident qui continue à croire qu'elle a la superpuissance et qu'elle peut imposer cette loi à travers la force, à travers l'aviation, à travers l'engagement des troupes. Très bien, Faisal Metaoui, je rappelle, surtout quand vous parlez de ces 2 poids, 2 mesures et de manque de morale de l'Occident, on l'a vu lors du début du conflit en Ukraine, lorsque des médias ou des journalistes affirmaient que les gens en Ukraine avaient des yeux bleus, qu'ils ne pouvaient pas. Oui. C'était assez flagrant c'est scandaleux. Il y a aussi l'affaire Epstein qui est le summum de la déchéance morale de l'Occident. Je me dis peut-être rapidement, avant de donner la parole à M. Ayachib, peut-être que cette guerre aussi sert à faire oublier l'affaire Epstein. Parce que l'affaire Epstein, à mon avis, n'a pas livré tous ses secrets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache. On a engagé, parce que la manière avec laquelle les États-Unis sont engagés de cette guerre pose beaucoup de questions. Dans Trump, d'ailleurs. Absolument. Monsieur Yesh, il y a une information de dernière minute. C'est le secrétaire d'État américain qui affirme que les États-Unis sont en train, où il annonce que les États-Unis sont en train d'intensifier leur campagne militaire en Iran. Quel commentaire faites-vous à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, de cette déclaration de Marco Rubio? Vous savez, Tina, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut clairement parler de la guerre d'Israël. C'est Israël qui fait la guerre, et l'hyperpuissance américaine vient en soutien de ce projet de faire la guerre de l'entité sioniste. Parce que tout simplement, c'est encore une fois l'entité sioniste qui a la manœuvre. Et si on se pose, je reviens vers ce que disait Faisal à l'instant, il y a une classe politique américaine qui n'est pas pour la guerre contre l'Iran, parce que quel intérêt pour les États-Unis? Des chefs militaires même qui disent que ça peut être un bourbier pour l'armée américaine, et ce qui n'est pas fait pour, d'une certaine façon, j'allais dire, glorifier la première puissance militaire du monde. Et puis, malgré cela, Trump et son administration engagent les États-Unis dans cette guerre dont ils ne sortiront pas vainqueurs. Parce que si l'on tient le fait que peut-être pour un objectif affiché ou non affiché de priver la Chine
de son approvisionnement en pétrole à un prix intéressant fourni par l'Iran, cela aurait pu se faire autrement d'ailleurs. Et je crois que de ce côté-là, les Américains ont les experts qu'il faut pour réaliser cette configuration. Mais par contre, si l'on retient que ce sont les Israéliens qui veulent faire la guerre à l'Iran parce qu'ils ont un objectif militaire annoncé et ils ont un projet encore plus lointain, celui du Grand Israël, et de fragmenter la région du Moyen-Orient, bien entendu, à ce moment-là, tout s'éclaircit. Et Trump est à leur service. Il le manœuvre, il le truc. Et Trump et les Européens dont parlait Faisal à l'instant, d'ailleurs, dans les sionistes ne veulent pas beaucoup, parce que, je le répète, ils misent sur l'extrême droite. Ils veulent que l'extrême droite arrive au pouvoir dans tous les pays d'Europe, ou dans le maximum des pays d'Europe. D'où d'ailleurs la réaction de l'Espagne, qui a compris cela. Vox en Espagne s'est aligné sur Israël dans tous les projets militaires qu'il a, en Palestine et en Iran. Faut-il rappeler que le président américain a annoncé des sanctions contre l'Espagne pour cette position, justement. Bien entendu. Et il félicite de l'autre côté Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui tient pour tout, parce qu'il lâche du lest pour l'AfD, l'extrême droite allemande qui doit arriver au pouvoir. Et cela se fait en Grande-Bretagne, cela fait en France avec le Rassemblement national. Il y a tout un projet d'avenir, j'allais dire, d'avenir sombre malheureusement, mais qui soutient, qui conforte la position d'Israël, parce que ces gens-là qui étaient antisémites à l'origine sont devenus très pro-israéliens, très pro-sionistes. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il est clair que il faudra que, pour les Américains, il faut qu'ils se dépêtrent de cette situation. Je pense qu'ils y arriveront, parce que la pression va se faire très forte sur Trump à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Les Européens, eux, ils se sont piégés eux-mêmes, parce que Faisal aussi le disait à l'instant, ils parlent du droit international quand il s'agit du Groenland, quand il s'agit de l'Ukraine, mais ils n'en parlent pas pour la Palestine, ils n'en parlent pas pour l'Iran, ils n'en parlent pas pour le Sahara occidental, bien sûr. Et donc, d'une certaine façon, c'est encore une fois une posture hypocrite, irresponsable, et qui ne paye pas. De toute façon, j'allais dire, et l'antitionniste et Trump les traitent avec beaucoup de désintérêt, pour ne pas dire du mépris, parce que tout simplement, ils ne misent pas sur les dirigeants actuels, que vous avez vu que Trump, d'ailleurs, ne considère pas comme étant des dirigeants fréquentables. Et de ce côté-là, je crois que si, et bien sûr, parce qu'on peut se poser la question, de quoi demain sera fait dans cette situation qu'on vit, où le droit international n'est pas respecté, où les pays sont agressés pour un oui, pour un non, et l'ONU complètement bypassée par les instances multilatérales. Et donc, je crois qu'on peut trouver une réhabilitation du droit international qui peut appeler à la raison, qui peut appeler à la solution des conflits. Et évidemment, avec cela, il faudra travailler, j'allais dire sérieusement, sur beaucoup de plans, et entre autres, démasquer les mensonges de l'entité sioniste et les crimes qu'ils ont commis déjà à Gaza et qu'ils continuent de commettre aujourd'hui. Vous avez parlé de cette école qui a été bombardée, mais personne n'en parle en Occident. Hein. Très peu. Et pourtant, il y a une centaine de jeunes filles qui ont été tuées. Alors qu'on a l'habitude de parler du sort des femmes iraniennes, mais quand c'est des petites filles qui se font assassiner en pleine guerre, on n'en parle pas. D'ailleurs, M. Hayeshi, cette manœuvre des lobbyistes de financer l'extrême droite, on la retrouve aussi en Amérique latine. Bien entendu. Ils ont déjà Milei en Argentine, mais pas que. Ils viennent d'avoir encore un président chilien qui a leur cause, et puis ils sont en train de gratter. Bien sûr, ils vont s'élargir. La Bolivie. Bien sûr, ils vont s'élargir parce que tout simplement, d'abord, il y a cette terreur, ce terrorisme qu'exerce l'administration américaine vis-à-vis des pays d'Amérique du Sud. Cuba est dans une situation intenable. Et c'est l'affaire personnelle de Rubio, Cuba. Il y a ce terrorisme exercé par l'administration américaine vis-à-vis de l'Amérique latine. Et évidemment, ça va toujours dans le même sens. C'est encore l'élargissement de l'influence sioniste
à travers le monde. Très bien. Ce qui me ramène à vous, Bassem Laradji, je vais rebondir sur ce qu'avait dit M. Ayachi concernant le droit international et la façon dont il est bafoué. Monsieur Laradji, depuis le début de cette guerre au Moyen-Orient, plusieurs grands États, notamment l'Algérie, appellent à la désescalade, appellent au respect du droit international. L'Algérie, qui, rappelons-le, depuis pas moins de 3 décennies au moins, appelle à un renforcement des institutions internationales, à un renforcement par la présence, par une meilleure représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Finalement, comment peut rebondir aujourd'hui l'ONU face à cette situation? Comment peut rebondir le Conseil de sécurité? Quelle issue pour le droit international face à tant de violations? Effectivement, on voit que le droit international aujourd'hui est totalement bafoué par de grandes puissances, à l'image des États-Unis, qui ne cherchent même plus à avoir symboliquement, en tout cas, la balle du Conseil de sécurité pour mener leurs opérations, comme on le voit aujourd'hui aux Nations Unies. Et donc, ce qui pose en réalité la question de la viabilité d'une organisation comme celle des Nations Unies, qui est censée, en tout cas, maintenir la paix et la sécurité internationale et éviter en réalité des conflits internationaux. Et donc, on voit que le Conseil de sécurité aujourd'hui ne remplit plus sa fonction et sa tâche pour laquelle il a été créé. Donc, ça remet en cause carrément son existence. Et parallèlement à ça, ce qui pourrait peut-être éventuellement renforcer la montée en puissance de ce Sud global en réalité, qui cherche à proposer peut-être des alternatives face à cette impuissance de la société internationale. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution en réalité que de revenir au droit international, parce que c'est le droit qui permet la coexistence entre l'ensemble des nations, sinon on rentre totalement dans l'anarchie. On voit déjà les prémices de cette anarchie aujourd'hui. Donc c'est un rôle qui revient à l'ensemble des États, et notamment ceux du Sud. Très bien, Bassem Laradji. Malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international. Vous m'avez rejoint depuis Paris. Merci, Bassem Laradji, de m'avoir accompagné. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Saïd Bouamama, essayiste, qui m'a également rejoint depuis Paris. Merci, Saïd Bouamama. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir ce soir avec moi.